bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Didacto. Nous vous laissons arriver, nous rejoindre tranquillement pour pouvoir débuter ce webinaire prévu pour 1 heure. Donc le thème du jour est 20 jeux pour favoriser le calcul mental en école élémentaire. On est très content de vous retrouver très nombreux à chaque fois lors de nos nouveaux webinaires. On tient compte de vos remarques, à chaque fois on essaye de nous renouveler, de faire de nouveaux thèmes. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de thèmes pour les webinaires suivants. On a déjà programmé quelques autres webinaires, je vous en parlerai à la fin. Donc là, je vous laisse un petit peu arriver. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, en bas de cet écran, vous avez QR où vous pouvez poser des questions. Donc là, vous pouvez très bien nous envoyer un petit coucou. Comme ça, vous me dites de où vous nous regardez. Faites-nous un petit peu rêver. Des 4 coins du monde, des 4 coins de la France. Vous pouvez... Ah ben voilà. Voilà, c'est déjà un bon jour de DAX. On va voir un petit peu partout où vous êtes. Ça va être sympathique. Donc, on va commencer d'ici quelques minutes donc, ce webinaire sur les 20 jeux qu'on a sélectionnés pour favoriser le calcul mental en école élémentaire. On va faire d'abord Laurence qui va vous faire une petite présentation, puis il y a Olivier Pépin qui va intervenir. Voilà, tout a l'air de bien se passer parce que vous avez l'air de nous écrire. Donc, je vous explique, comme pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, on va faire la présentation. Moi, j'aurai toujours une vue sur vos questions. En fonction de la question, soit j'interromprai l'interlocuteur immédiatement pour qu'il puisse y répondre, ou alors on reprendra vos questions à la fin. Voilà. Donc là, on a des bonjours de la région bordelaise, de Versailles, de la Mayenne, du Pas-de-Calais, de la Suisse, de la Loire, de Paris, Brest, et même du Cambodge, de Genève, quand je vous disais qu'il y avait un petit peu partout dans le monde. Ah, mais oui, il y a aussi l'Essonne, Toulouse, il y en a qui sont même au bord de la mer, on va leur demander un petit peu de nous envoyer des photos la prochaine fois. La durée prévue du webinaire, c'est 1 heure. On essaye de tenir le temps. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais passer la parole à Laurence qui va vous parler un petit peu du programme de cet après-midi. Je vous souhaite un bon webinaire et puis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Il y a un petit peu d'harcèlement, ça va s'arrêter. Donc, ravie de vous retrouver pour ce webinaire sur les jeux mathématiques à l'école élémentaire. Didacto propose des jeux aux collectivités et aux familles qui le souhaitent depuis plus de 20 ans maintenant. Parmi les premiers jeux que nous avons proposés, notamment sur le premier site de vente en ligne qui a vu le jour en septembre 2000, il y avait déjà les réglettes Cuisner et les Atrimales. Donc voilà, nous avons toujours été très sensibles aux jeux mathématiques et au fait que l'enfant, en manipulant, apprend les choses vraiment, les comprend, et ça permet tout à la fois aux enfants qui ont des difficultés de rattraper, et aux enfants qui vont plus vite de faire les choses plus profondément. Donc comme ça, tout le monde est content. Nous avons actuellement 448 jeux classés dans notre rubrique de jeux mathématiques. Et vraiment, c'est des jeux mathématiques. On ne compte pas dedans des activités qui ont un caractère mathématique comme des jeux de logique ou des puzzles. Et nous sommes toujours à l'affût de nouveautés. Donc là, par exemple, là, on a rentré il y a très peu de temps les Numicons parce que une de nos clientes nous disait « Mais les Numicons, c'est trop bien, j'arrive pas à en acheter. » Voilà. Donc, on a eu un petit peu de mal, mais on a fini par les trouver. Là, actuellement, nous cherchons des bouliers japonais. Olivier va vous en parler rapidement. Voilà, il paraît que ça fait des merveilles, donc il faut qu'on trouve où se fournir, trouver les bouliers au bon prix, solides, etc. On a d'ailleurs fait un tableau avec tous ces jeux mathématiques classés par compétences, avec l'aide de conseillères pédagogiques. Ces tableaux sont disponibles sur notre site et dans quelques jours, vous recevrez un mail
avec un PDF de tous les jeux qu'on vous aura présentés et on vous mettra aussi un lien vers ce tableau qui aide à choisir les jeux en fonction de vos objectifs. Et puis, vous aurez également un lien vers le webinaire que vous pourrez partager, regarder. Voilà. Donc, notre intervenant du jour, Olivier Pépin, est enseignant en CM2. Olivier est également auteur de jeux, passionné et un grand connaisseur de mathématiques, donc forcément, avec Didacto, ça ne pouvait que fonctionner. Et il a été aussi professeur de musique, accordeur d'instruments anciens. Donc voilà, Olivier, c'est un personnage. Je le remercie. Merci beaucoup, Olivier, de venir porter ce webinaire. La liste des 20 jeux que nous allons vous présenter, c'est la liste d'Olivier. Donc, parce que 20 jeux parmi plus de 400, vous imaginez, c'est un petit peu une misère. Mais voilà, c'est la liste d'Olivier, soit de jeux qu'il a lui-même dans sa classe et qu'il utilise, ou de jeux voilà, qu'il a bien ressenti, qu'il a eu envie de vous présenter. Olivier, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, voilà, je remercie beaucoup Didacto de m'accueillir et de pouvoir parler un petit peu de calcul mental pendant 1 heure. Voilà, je suis professeur des écoles en CM2 à Antony, dans les Hauts-de-Seine, et aussi auteur de jeux, on va le voir un petit peu, dont certains sont des jeux mathématiques. Et voilà, donc je précise aussi qu'on a monté avec ma collègue Anne Maliget une maison d'édition avec du matériel original en mathématiques. C'est un matériel qui se veut aussi inclusif. On en parlera un petit peu aussi tout à l'heure quand je vous présenterai un petit peu aussi notre matériel à travers la sélection, quoi. Voilà, je précise aussi que je travaille en atelier toute la semaine. Ce qui me permet d'introduire assez facilement, il y a 7 ateliers donc, quotidiens, les élèves tournent toutes les 20-25 minutes, et ça permet d'introduire assez facilement le jeu. Alors j'ai travaillé en classe entière aussi pendant un moment, et depuis quelques années, donc je travaille en atelier, et quotidiennement il y a un jeu, en fonction un petit peu de ce que j'ai besoin de travailler, d'où j'en suis dans ma progression. Il y a toujours un jeu disponible. Les élèves sont par groupe de 3 ou 4, ou parfois il y a des groupes de besoins qui vont être un petit peu plus importants. Donc l'atelier aussi permet ces choses-là, mais le matériel que l'on va voir et dont on va parler aujourd'hui s'adapte aussi à la classe entière, hein, beaucoup de choses, s'adapte très bien en atelier, en APC aussi, et puis après ça va au-delà, hein, bien sûr, à la maison, en famille. Voilà, c'est un matériel qui est complètement transposable à toutes les situations. Voilà. Alors, au niveau théorique, je vais m'appuyer et je vais profiter aussi de cette émission pour citer Rémi Brissot, le très grand pédagogue chercheur qui est disparu très récemment et qui a apporté, qui a ouvert des portes. Moi, personnellement, ça a été une référence. La culture didactique autour des mathématiques a été faite par les lectures vraiment particulières de Rémi Brissot. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'est juste contenté de théoriser certaines choses, il a aussi amené du matériel. On va en parler un petit peu, et je vais parler surtout de ses recommandations. Je m'appuie là-dessus, parce que je les ai aussi utilisées en classe. Et bon, voilà, c'est quelqu'un qui apportait aussi, qui allait en classe, essayait avec des élèves, poser des questions, qui a proposé un matériel aussi extraordinaire, dont on peut voir vraiment parler un petit peu des influences aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je souhaitais commencer par 3 pistes, 3 orientations sur du matériel de base, vraiment fondamental. Alors, Laurence vient d'en parler à l'instant, ce sont, alors je montre bien sûr dans un premier temps les réglettes cuisonnaires. Alors là, j'ai mis une petite disposition de compléments. Alors, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ces réglettes. Le simple fait de les regarder sur cette disposition invite déjà, bien sûr, à manipuler, à voir. Ici, on a une idée un petit peu de complément. On fait remarquer aux élèves que voilà, déjà énormément de choses qui se passent rien qu'à la description, à cette organisation. On peut voir énormément de choses. Et c'est un outil en plus vraiment extraordinaire parce qu'on peut l'utiliser vraiment de la maternelle au CM2. Je l'ai utilisé personnellement encore il y a à peu près 3 semaines, peu avant les vacances, au sujet du quotient décimal.
indispensable, hein, que c'était en atelier dirigé, on présente le matériel aux élèves et on leur demande de décomposer. Voilà. Donc c'est vraiment, Rémi Brissot le recommande, et on va voir aussi qu'il a apporté lui-même sa contribution en créant assez récemment un outil qui s'appelle les NUMS, qui sont des réglettes un petit peu personnalisées. Il y a apporté vraiment énormément de choses. Et puis alors, quand on voit un petit peu sa progression par rapport à ces réglettes, déjà qui sont extraordinaires pour commencer et faire beaucoup de choses, et il a amené aussi une dimension didactique un petit peu supplémentaire, avec toujours son idée de décomposition, recomposition sur la construction du nombre, l'itération de l'unité. Et outre les réglettes, les NUMS proposent aussi une application, un programme, je veux dire, sur ordinateur, où les élèves peuvent, par exemple, prendre un NUM, par exemple, celui-ci, le 3, et le passer sous une sorte de radiographie, et on voit à ce moment-là qu'il se décompose en voilà, l'itération de l'unité, mais ça reste bien une entité à part entière, et c'est l'idée, bien sûr, toujours fondamentale des réglettes cuisonnières, bien sûr. Donc, formidable travail. Donc, je vous renvoie au webinaire qui a déjà été réalisé par Didacto pour ce matériel que vous pouvez utiliser. Tout à fait intéressant de penser cela dans un projet de cycle et aussi dans un projet d'école, hein, et puis même un projet vraiment même cycle 1 maternelle, cycle 2 et cycle 3, tant on peut... Voilà, les ressources sont absolument, absolument formidables avec cet outil. Voilà. Alors, autre outil utilisé, recommandé aussi par Rémi Brissot, et là on va faire un petit peu d'histoire. Alors, ce sont ce qu'on appelle donc les Numicons. Alors, c'est un matériel qui vient d'Angleterre, très utilisé en Angleterre depuis le milieu des années 90. Et vous voyez une autre disposition, une autre manière de penser spatialement comment représenter le nombre successivement. Alors là encore, la simple disposition du matériel laisse déjà augurer énormément de choses pour ce qui est des compléments, pour ce qui est de l'itération de l'unité. Vous allez voir que je trouve tout à fait intéressante. Je vais disposer un petit peu les dominos. Alors, il ne faut pas oublier un petit peu d'où ça vient, car ces dominos existent, moi je les ai découverts par les lectures de nouveau de Rémi Brissot, qui en parlait déjà dans les années 1990, car c'est une auteure française, professeure des écoles, institutrice et directrice, Suzanne Herbinière-Lebert, qui a créé ces dominos particuliers il y a à peu près une centaine d'années, c'était dans les années 1920. Quoi. Donc, voilà. Il y a aussi une ressemblance parce que les créateurs de cette méthode, Tony Wing en particulier, le didacticien anglais qui a participé, qui a contribué, qui a amené aussi son savoir dans l'élaboration de ce matériel, fait référence plutôt à Catherine Stern. Alors là, on peut aller chercher un petit peu ces choses-là. Et il y a aussi effectivement une ressemblance, et on pourrait dire que c'est une synthèse de tout ce matériel qui est très très intéressant. Alors, le fait qu'il y ait des trous, ça va pouvoir permettre de glisser des jetons et de créer un petit peu des collections par moment. Et là, on est plutôt sur le travail de Catherine Stern dans les années 1930 en Allemagne. Et le domino, alors simplement, rapidement, hein, sur le Numicon, on remarque, en superposant bien sûr ici, que voilà, on remarque que le domino 3, c'est 2 et encore 1. Voilà, vous avez une construction comme celle-ci. Vous avez la dizaine ici, en bleu. Quand on cherche les compléments, voilà, je me rends compte que voilà, ces deux dominos se complètent parfaitement. On remarque aussi, moi j'aime beaucoup l'idée de cette espèce de progression sur deux voies, qui rappelle Catherine Stern. J'aime beaucoup ça parce que ça fait une distinction immédiate à l'œil du nombre pair qu'on va introduire progressivement ici, vraiment, voilà, on est bien en rang, quoi, en quelque sorte, quoi. Et du nombre impair, qui a un côté un petit peu, voilà, c'est-à-dire que c'est le nombre pair auquel on ajoute une unité. Et immédiatement, il y a cette distinction. On voit que celui-là, il va être difficile
à partager en deux parts égales, typiquement, hein, quand on voit un petit peu vers le cycle 3 ou enfin le cycle 2, quand on commence à parler un petit peu de partage et de choses comme ça, on voit que l'impair est un petit peu bizarre, il a une forme particulière, quoi. Voilà, j'ai rien contre les nombres impairs, hein, mais c'est cette espèce de distinction assez particulière, et on voit donc la progression pair, impair, pair, impair, et ainsi de suite. Pour les compléments, bien sûr, indispensables, complément à 10, et puis après au-delà, bien sûr, puisque vous prenez d'autres dominos et vous allez faire des successions, des manipulations en tout genre. Un formidable outil, hein, très très utilisé, pareil, outil utilisable dès la maternelle, hein, vraiment sans problème, et puis jusqu'à voilà, les élèves un petit peu aussi en délicatesse avec peut-être les compléments simples, hein, qui ne sont pas au clair avec certaines décompositions, en particulier, il y a toujours un appui, hein, autour de 10, de 5 et de 10. Et là, vous allez pouvoir utiliser ce matériel vraiment qui est formidable, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Alors, Lumicon propose toute une progression, bien sûr, une formation aussi pour les professeurs. Je trouve ça très intéressant qu'il soit revenu. C'est rigolo parce qu'en France, il a disparu en quelque sorte. Il a été proposé par Nathan pendant près d'une cinquantaine d'années en France, hein. Et il a disparu progressivement, au profit d'autres pratiques. Et c'est tout à fait intéressant de le voir réapparaître. Moi, je vous invite, là encore, hein, c'est peut-être un projet de cycle ou un projet d'école pour travailler vraiment sur ce matériel extraordinaire qui est. Voilà, donc on a vraiment une synthèse intéressante avec un code couleur aussi. Et vous pouvez faire vraiment sur la construction du nombre, l'itération de l'unité, l'itération de 2, de 3. Progressivement, voilà, on commence par addition successive, on se dirige tranquillement vers la multiplication. Et c'est un outil vraiment formidable. Moi, c'est la première fois que je l'ai découvert. Moi, je l'ai été fabriqué en découpant avec du carton, je me souviens. J'avais trouvé ça formidable, surtout ces deux voies en particulier, et la démonstration impair, pair, impair, pair, très, 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 très intéressante selon moi, quoi. Voilà. Alors, un dernier élément, peut-être pareil, assez sur la construction fondamentale, un petit peu décomposition, recomposition, c'est, je vais tâcher de vous montrer un petit peu avec les mains, car il y a 2 ans, un parent d'élève était en train de construire une application, monsieur Anima, qui est gentiment venu à l'école nous présenter à partir du boulier du soroban japonais. Alors, le soroban, c'est un boulier japonais qui dérive du boulier chinois, qui a 4 jetons dans la partie inférieure et 1 qui représente 5 sur la partie supérieure. Il y a une transposition qui est faite sur les mains. Je vais tâcher de vous montrer un petit peu, vous allez rapidement comprendre. Et là, vous mettez à disposition des élèves un outil haut de gamme pour le calcul mental. D'accord ? Manipulation avec boulier, transposition sur les mains, et ensuite, on arrive progressivement à se débarrasser des mains. Et alors là, pour ce qui est des additions, succession d'additions, même à 2 termes, hein, 17 plus 25 plus 12, etc., ça sort tout de suite. Alors, il y a un investissement en temps à faire, c'est sûr, parce que ça demande quand même une certaine prise en main, en particulier aussi pour nous les adultes, parce qu'il va falloir oublier un petit peu. Et d'ailleurs, heureusement, cet outil un petit peu bas de gamme, vous savez, qui consiste à surcompter, ou vulgairement, on dit compter sur les doigts, et qui malheureusement très souvent utilisé, mais qui est un petit peu vraiment un outil pas terrible. Et puis on est dans le comptage numérotage, enfin on n'institue rien du tout, d'après moi, avec cette technique. Alors que cette méthode, qui s'appelle la méthode Abacus ou les Abacus Fingers, simplement, alors imaginez une petite seconde, je vais vous montrer. Sur la main droite, vous avez les unités. Voilà. Alors attention au pouce qui représente 5 à lui tout seul. Donc ici, j'ai 1. On commence ici avec l'index. 2, 3, 4. Là, je ne sais pas là. Si je dois signifier le chiffre 4, je vais poser 4 doigts ici. 5, c'est le pouce tout seul. Voilà, je vais faire les autres doigts peut-être pour mieux voir. 6, 7, 8, 9. Et voilà, à la main gauche, ma dizaine. D'accord ? Donc, main gauche, les dizaines.
main droite les unités. Donc, 2 dizaines, 20, 3 dizaines, 30, 40, 50, le pouce. Attention à ce pouce, hein, dans notre habitude de compter décimales, on n'est pas organisé de cette manière. 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive à 99. Dans un premier temps, alors on commence tranquillement, on montre aux élèves simplement à la diction, on fait juste de la numération, et demander aux élèves de représenter un petit peu sur la table ou sur, ça peut être sur soi, hein, simplement dizaines, unités. Par exemple, je dis le nombre 17, par exemple, voilà, une dizaine. Et puis ici, j'ai 7 unités. Et vous allez voir que si par exemple, je vais donner juste un petit exemple, on est sur des, vous avez beaucoup de décompositions typiques du boulier Soroban, hein, à 5 et à 10, bien sûr, qui était aussi l'idée des Wapigbi, de Rémi Boncio, on tourne toujours autour des mêmes concepts, hein, des appuis sur 5 et sur 10. Donc, ici 5, 6, 7, voilà le nombre 17 qui est signifié. Si je veux, lui, ajouter 9, eh bien, 9, je le décompose en 10 moins 1, et donc je vais ajouter une dizaine, et enlever ici une unité. Et donc, je dis 26, simplement. Je n'ai plus qu'à lire, simplement. Et si je veux ajouter de nouveau 9, plus 9, hop, je vais rajouter une dizaine, et j'enlève une unité. Et me voici à 35. Je n'ai plus qu'à lire. Alors, on voit, si vous allez voir sur le site d'Abacus ou des vidéos, on voit des enfants aller extrêmement vite, etc. On se dit, pas avoir peur de ça, c'est un outil très haut de gamme. On prend du temps à le mettre en main, il y a des acquisitions successives, les compléments à 5, les compléments à 10, il faut vraiment travailler ça. Alors, sur décomposition, recomposition du nombre et stratégie, avec un matériel qu'on a toujours sur soi, c'est utiliser les mains vers un outil vraiment complètement haut de gamme. Donc voilà, 3 pistes, réglettes cuisonnaires et d'une certaine manière, les Numicons aussi qui sont des parents. Alors il y a des écoles, hein, bien sûr, des gens qui préfèrent l'alignement, la réglette, qui leur rappelle aussi d'autres choses, des bouteilleries. Et puis bon, bah, en Angleterre, ils ont misé depuis un petit moment aussi sur les Numicons, c'est ce domino très intéressant, mais il y a aussi cette alternative très intéressante de l'exploitation du boulier, en particulier du Soroban. Hein. Voilà, qui fait 4 et 5 avec un jeton supplémentaire. Voilà sur les 3 pistes un petit peu fondamentales, les choses qui me semblent que j'ai pu utiliser avec des résultats. Hein. Voilà, ce sont des outils en plus qui ont fait leur preuve, bien sûr, depuis très longtemps. Voilà, alors je vais maintenant laisser la parole à Sabine pour présenter un petit peu des jeux de systématisation. Voilà. Olivier, oui. J'ai quelques questions. Oui, bien sûr, oui. On me demande si ça ne perturbe pas les élèves qui ne sont pas habitués à ce système de comptage. Alors, c'est une bonne question. Hein. Il est évident qu'on est dans des modalités particulières. Il y a un temps un petit peu d'acquisition, mais je pense que ce n'est pas du temps de perdu, ce type de méthode, parce que bon, il faut s'habituer à ce langage. Le langage des réglettes de cuisonnières est un langage particulier, Numicons aussi, le boulier aussi. Et il y a d'autres bouliers hein, qui marchent aussi. Le boulier chinois est très intéressant aussi pour d'autres choses. Ça prend un certain temps. Hein. Ça, on en a fait l'expérience puisqu'on a été avec ma collègue Anne Maliget, donc du Lapin Savant, les bêta-testeurs l'année dernière et encore cette année dans la classe. Mais je peux vous dire qu'après, en quelque sorte, quand on commence à être à l'aise avec ces mouvements un petit peu qui ressemblent à des gammes en quelque sorte au niveau des doigts, je peux vous dire que vous avez un outil vraiment définitif et vous n'êtes plus du tout embêté par ce genre de choses. On n'y revient plus trop. Quoi. On peut éventuellement revoir certaines choses. On a quelque chose vraiment, vraiment d'extraordinaire et d'assez spectaculaire, je dois le dire. Hein. Voilà, c'est pas l'objectif n'étant pas de faire des spectacles, de jouer à celui qui compte le plus vite, mais on a vraiment quelque chose de formidable. Je vous recommande et par expérience, je peux vous dire que ça fonctionne. Hein. C'est vraiment très, très, très intéressant, très prometteur. Aussi, bien sûr, intéressant de le monter comme projet d'école, projet de cycle, hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose aussi dans la durée voilà, qui peut nous faire de la limite. Ça commence en grande section dans les pays asiatiques, très utilisé en Inde aussi, et jusqu'au CM2, fin du cycle 6e, fin du cycle 3.
On me fait la remarque de cela suppose de connaître les décompositions et donc d'avoir déjà conceptualisé la notion de nombre. Oui, alors dans ce cas, vous pouvez, c'est toujours pareil, vous pouvez repasser toujours, pour moi, il y a une question d'étage. Là, on est vraiment sur les bases et le socle, avec les réglettes. Vous pouvez tout à fait reprendre les réglettes éventuellement, pour redécomposer et montrer, quoi. Et vous avez raison, hein. Il y a une association, mais le boulier, enfin, en Inde, les enfants ne passent pas par les réglettes, hein. Ils ne travaillent pas spécialement sur ce matériel, ils sont directement les bouliers, et donc ils construisent aussi le nombre, ils décomposent aussi tranquillement. C'est vrai qu'il y a ce 5 qui est un petit peu particulier, je suis assez d'accord, mais dans ce cas-là, rien n'empêche de revenir avec les Numicon ou avec les réglettes. Avec les réglettes, vous êtes sûr du coup pour revenir à des compositions peut-être un petit peu plus simples et montrer, vous pouvez faire un parallèle aussi entre la réglette et le boulier. Rien n'empêche de montrer qu'il y a une correspondance ici. Ok, merci beaucoup. On va passer à la présentation des jeux. Oui. Alors, je vais commencer par vous présenter sur le site. On va parler des tam-tams. Alors, les tam-tams. Vous savez qu'il y a toute une grande collection de tam-tams. Donc, là, on va vous parler des tam-tams soustraction, addition, multiplication. Je vous montre le site et Olivier va les présenter. Voilà, Olivier. C'est à moi, non? Ah, très bien. Un jeu que j'utilise en classe, au démarrage, alors il se décline sous plusieurs choses. Vous avez les multiplications ici, intéressant. On est sur une systématisation, hein. Voilà. Donc on considère effectivement, c'est la question, je rebondis un peu sur la question de tout à l'heure. Oui, si on n'est pas au clair avec certaines choses de construction du nom, on peut toujours redescendre, hein, à l'étage de la réglette ou du Numicon, et ensuite revenir. Voilà, là on est plutôt sur du matériel un petit peu de répétition, de systématisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué à l'élève que l'addition, la multiplication est une itération, une répétition de l'addition, à ce moment-là on peut passer à ce type de matériel. Donc ça repose sur le principe qui a été développé par un jeu qui s'appelle le double, c'est-à-dire qu'en fait, de part et d'autre, vous avez un résultat commun. Ici, donc, vous travaillez sur le sens de l'égalité. 11 plus 5, 52 plus 4, 95 plus 4, etc. Et donc, il y a un seul résultat qui est commun aux deux. Alors ici, en l'occurrence, voilà, je vois. Alors, c'est pas forcément, les couleurs ne sont pas forcément une indication, sinon ce serait très simple. Mais voilà, donc le premier joueur qui indique, ah oui, 64 plus 1, ça fait 65. Il y a une validation par les autres joueurs, hein. C'est un jeu qui peut se jouer à pratiquer à plusieurs, bien sûr. Et puis, plein de variantes que vous pouvez vous-même réutiliser en classe typiquement, quoi. Hop, on passe aux deux cartes suivantes. Et puis là encore, on regarde un petit peu ce qu'on retrouve en commun. Quand les élèves ont terminé, si vous êtes en classe entière, on peut proposer ce petit jeu qui marche très très bien, qui est très rapide, la mise en place, et puis le principe mathématique fait que ça marche toujours. Il y a toujours bien sûr une correspondance, ça va de soi. Et voilà, quoi. Donc ne pas se fier aux couleurs. Voilà, à vous, Sabine. Oui, alors sur la même idée que les tam-tams, il existe Détective Mathéo. Détective Mathéo, voici, donc de la collection des Cats Family, qui reprend les 4 opérations. Voilà, comme Olivier vient de vous le présenter. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on voit exactement le même principe, hein, simplement. Donc, on retourne ici, et puis on se demande quelle est. Voilà, j'ai pris les soustractions ici. On est plutôt là, matériel, bon, cycle 2 et cycle 3, mais de toute façon, c'est toujours des choses qui reviennent, on peut toujours les réutiliser à tout moment. Et donc, vous avez une correspondance à chaque fois. Il s'agit de trouver donc voilà l'opération ici et quel est le résultat qui correspond.
J'aime bien pour ma part l'alignement. Je trouve la disposition au niveau des cartes et on peut éventuellement décaler pour montrer quel va être le bon alignement qui fait preuve un petit peu par rapport aux autres joueurs. C'est une petite nuance, mais je la trouve pour ma part intéressante quoi, et un petit peu remarquable à ce niveau-là. Voilà, donc même principe. Et ça marche toujours, bien sûr. On peut mélanger le jeu pour ne pas avoir les mêmes tirages et outils de systématisation, bien sûr. Je vais passer Voilà. aux cartes à Toto. Vous connaissez les cartes à Toto. À chaque fois, je vous montre sur le site, comme ça vous permet d'avoir le visuel. Vous voyez rapidement les prix en même temps si besoin. Donc, on a aussi bien le français que les maths pour les cartes à Toto. Et là, on a les additions et soustractions et multiplications, pardon, comme cela. Voilà. Oui, alors oui, les cartes à Toto, bon, très célèbres, hein, bien sûr. Et il y a une petite, on a au lapin savant, un petit rapport par rapport au matériel qu'on a fait sur l'idée de la réversibilité un petit peu des cartes. Donc vous avez d'un côté, bien sûr, le résultat, et puis ici vous avez le produit, et vous avez un code couleur par carte. Alors, bien sûr, vous pouvez y jouer de manière complètement autocorrective seul, mais il y a aussi plein de règles, la bataille, le totalito, plein de petites choses qui fonctionnent très bien, outils de systématisation à nouveau, très sympa à utiliser. Voilà, donc on est un petit peu sur les tables fin de cycle 2, début de cycle 3. C'est un outil qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne très bien, quoi. Très sympa. Merci. On passe aux tables à doigts. Alors là, on va voir l'auteur lui-même qui va vous les présenter. Donc, les tables à doigts, donc sur les opérations, et en avant-première, on a conjugaison et le monde qui viennent d'arriver chez Didacto. Mais là, aujourd'hui, on va vous parler des tables à doigts sur les mathématiques. Voilà, Olivier. Voilà, merci. Alors, les tables à doigts, c'est donc un outil que nous avons mis au point donc, avec ma collègue Anne Maliget. Et on a cherché à faire… alors, vous avez d'un côté, par exemple, là, on est sur la table de 9. D'un côté, vous avez donc les résultats des produits, hein, bien sûr, de la table de 9. Et déjà, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez toute la table visible. Et vous pouvez demander éventuellement, avant de commencer, c'est un très bon outil aussi d'observation au démarrage pour le professeur, demander à l'élève finalement de faire une itération de 9, d'aller faire un furet de 9 en 9, d'ajouter 9 en partant de 0, pour voir déjà si on est au clair avec cette succession, quoi, voir un petit peu où l'élève en est par rapport à cette table et voir les stratégies qu'il utilise. Voilà, s'il n'est pas en train de compter sur ses doigts, de surcompter, ou s'il est en train peut-être de compter dans sa tête ou autre, et on voit un petit peu, et le fait d'avoir cette progression en ordre croissant montre immédiatement toute la table, et on a trouvé ça, c'était intéressant. Il y a une disposition qui est un petit peu aléatoire, donc voilà. Voilà. Alors, de l'autre côté, bien sûr, vous avez voilà, la multiplication de départ, et ça peut se jouer des deux côtés, donc les enfants se mettent de part et d'autre, et on se pose des questions, voilà, simplement. Alors moi, je vais juste à lire ce que je vois. Alors, je vais me remettre en face. Par exemple, voilà, si je joue avec vous, donc vous me demandez, par exemple, 9 x 4, et si vous voyez bien le doigt sortir par le trou de 9 x 4, la validation est immédiate. Il peut y avoir deux enfants d'un côté, ou trois. On peut aussi jouer tout seul, c'est autocorrectif. Et ce qui est aussi, ce qu'on a trouvé assez pratique, c'est le côté vertical, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de table, pas besoin de support. On peut vraiment l'emmener partout et c'est assez simple et très intuitif d'utilisation. Voilà. Et si on voit, justement, je reviens toujours à mon idée de départ, si on voit que l'élève est un petit peu en délicatesse, on peut se dire, tiens, finalement, la table, on analyse un petit peu les difficultés que peut avoir l'élève, on peut le ramener éventuellement à nouveau des décompositions et ramener à la construction justement les itérations successives de 9 ou de 6 ou de 3 en fonction de la table que l'on souhaite travailler bien sûr. Donc voilà, un outil un petit peu original et qui est… voilà, et je dois dire, alors c'est un outil très pratique, hein, ça a été développé en classe, on a testé beaucoup de choses, et on est arrivé à ce format, voilà, en montrant quelque chose qui fonctionnait, que les élèves avaient envie de prendre en main et qui était quand même assez
assez rapide et intuitif, quoi. Voilà. L'explication se fait en quelques secondes, il suffit de prendre la carte. Ah oui, tiens. Et intéressant aussi dans le sens de l'égalité, parce que souvent on questionne dans le sens, c'est un peu les cartes à topo font la même chose, 2 x 9 égale 18, mais attention, 18, comment on obtient 18 quoi, par un biais multiplicatif, quoi, donc 2 x 9 ou 3 x 6. Voilà. Donc il y a toutes les tables de 2 à 9, on a fait la table de 1 et la table de 10, et vous avez tout ceci, voilà quoi. Merci. On passe au wrap-up. Donc, voici. Pardon. Oui. Alors, les wraps sont un outil, voilà, vous le voyez ici, une petite ficelle. Alors, matériel très sympa, moi j'aime bien côté un petit peu manipulation, vous travaillez toutes les tables. C'est un système autocorrectif individuel, pareil, quand les enfants terminés peuvent éventuellement le prendre et voir un petit peu. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Si je prends, alors j'isole par exemple ici la table de 4 avec ma, voilà, je pense qu'on voit ici. Je vais partir ici du départ, voilà, 1. Et donc, c'est à moi de regarder 1 x 4 et à moi de trouver le résultat de l'autre côté. Ici, vous avez le résultat de multiplication. Voilà, 4, 4. Ensuite, je passe à la ligne du dessous dans la colonne de gauche. 3 x 4, eh bien, écoutez, ça me donne 12. Ensuite, alors ça va jusqu'à 12, c'est intéressant aussi. Il y aura aussi une décomposition, c'est 12 fois quelque chose, c'est 10 fois quelque chose, plus 2 fois quelque chose, bien sûr. 12 x 4 égale 48, 5 x 4 égale 20, ainsi de suite, ainsi de suite. La validation se fait ensuite en retournant, alors je ne sais pas si on voit, avec, oui, on voit un petit peu, vous avez des rainures, et il faut que, bien sûr, le petit ruban, enfin la ficelle, recouvre bien les rainures. Ainsi, on retourne et c'est validé. C'est très sympa parce que ça peut faire l'objet aussi de, on peut mettre un petit sablier si on veut le résoudre un petit peu de plus en plus vite. Intéressante systématisation aussi. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Personnellement, je trouve ça très intéressant et très utile. Hein, je l'utilise. Et c'est vraiment, ça marche très très bien. Voilà. C'est décliné, bien sûr, comme les cartes à photo, les tables à doigts dans d'autres domaines, bien sûr, addition, soustraction, multiplication. Voilà, donc très bon outil, quoi, très intéressant. Quoi. Voilà, à vous, Sabine. Oui, alors, là, on va changer de présentateur, si je ne me trompe pas. C'est Laurence qui va vous présenter Je vois 10. Donc, on change de jeu. Voilà, un petit peu pour vous présenter les jeux. Voilà, Laurence. Alors, je vais vous présenter donc maintenant 9 jeux. Et ensuite, Olivier vous en présentera à nouveau 4 et puis sera là pour répondre à vos questions. Et puis, il est là aussi à côté de moi pour répondre à vos questions sur ces jeux-là, le cas échéant. Alors, je vois 10, c'est tout simple. En fait, c'est un jeu de mémo. Donc, vous voyez, vous avez des jolis petits poissons avec au dos une valeur. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. Donc, on met les petits poissons, voilà, face visible sur la table. Chaque joueur, à son tour, va retourner 2 cartes. Voilà, je retourne. Allez, une tortue et un petit poisson rouge. 9 plus 1, 10. Trop de la chance. Voilà, je les ai gagnés. Et puis, si ça n'avait pas fait 10, on les recachait, on essayait de se rappeler pour gagner un maximum de paires de chiffres qui font 10. Voilà, je vois 10. C'est tout simple. À toi, Sabine. Ah, je suis perdue. J'arrive. On a le mémo des maths maintenant. Oui. Voilà. Excusez-moi, j'étais perdue. Mémo maths, petite bestiole. Là, on est en petit jeu chez Abba. Voilà, avec des cartes et des dés. À toi, Laurence. Alors, ça c'est un petit jeu qui ne vaut même pas 7 €, mais qui est néanmoins très efficace. Donc, c'est aussi un jeu de mémoire. Mais par contre, là, sur les cartes, vous voyez, vous avez des petites bestioles qui sont dessinées. Et il y en a plus ou moins selon les cartes. Voilà. Et là, l'idée,
Donc, c'est qu'on va mettre toutes les cartes presque cachées sur la table. Voilà, voilà, voilà. Et je vais jeter 2 dés. 3 plus 5, 4. Il faut que je trouve 4 petites bestioles. Ah, il y en a 6. C'est autour du joueur suivant. Mais si on tombe, par exemple, sur... alors, ceci dit, peut-être bien qu'on peut ou additionner ou multiplier. Je pense qu'eux proposent une multiplication dans la règle, d'ailleurs. Donc là, 6 fois 2, 12. Donc là, je vais être obligée de retourner plusieurs cartes jusqu'à arriver à 12, en fait. Donc là, j'ai 3. Plus 1, 4. Ah, plus 6, 10. Plus 3, 13. Mince, je n'ai pas réussi. Donc voilà. C'est du surcomptage, monsieur le professeur? Non, parce qu'on peut éventuellement redécomposer. Pareil, c'est toujours dans la même idée, quoi. Mais oui, alors attention, hein, toujours pas éviter le comptage numérotage tant qu'à faire, mais être dans cette stratégie, justement, voilà, quoi, d'une addition, d'une itération de l'addition. Voilà, c'était le mémomate des petites bestioles. À toi, Sabine. J'arrive. Oui. J'essaye de répondre aux questions en même temps par écrit, donc voilà, mais je ne suis pas très loin. Rallye de Djeko avec des cartes. Un jeu de calcul mental. Voilà, à toi, Laurence. Alors, rallye, c'est un jeu où on va faire des kilomètres. Le nombre de kilomètres à réaliser est indiqué par les dés. Donc voilà, imaginons là, il faut que nous fassions 6 kilomètres. Tous les joueurs ont 6 cartes en main. Voilà. Et vous voyez, chaque carte, il y a une valeur qui représente le nombre de kilomètres de la carte. Donc là, tous les joueurs jouent en même temps, on est tranquille. Et dans ma main de 6 cartes, je peux utiliser une carte ou 2 ou 3 pour faire 6. Donc là, par exemple, je n'ai pas de 6, mais je peux dire que 5 plus 1, ça fait 6. Et moi, j'ai réussi à faire les 6 km. On peut aussi faire des soustractions. Si un joueur n'arrive pas à faire le kilométrage demandé, il pioche. Le premier qui n'a plus de carte a gagné la manche et il gagne, regardez bien, une magnifique automobile. Et on recommence une autre manche comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait 3 petites autos. Voilà. On compte tout le temps et il est très joli, ce qui ne gâche rien. C'était Rallye de chez Djeko. À toi, Sabine. Voilà. On passe à vos petits pois de chez Abba. Voilà, c'est cela. Avec des cartes et plein de petits pois. La petite fiche. Comme ça, rapidement, vous voyez le prix, la tranche d'âge, le nombre de joueurs rapidement. Mais ça vous donne les indications. À toi, Laurence. Alors, on a plein de cartes avec des petits pois. Voilà. Qui sont face cachée sur la table. Donc, au départ, oui, il y a vraiment beaucoup de petits pois. Et puis, il y a aussi les petits pois qu'on gagne. Voilà, là, ce sont des jetons petits pois. Donc, il y a plein de cartes et chaque joueur, à son tour, va prendre au hasard 4 cartes. Voilà, donc je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et je vais les classer devant moi. Je vais les classer... il y a des cartes spéciales. Je vais pas rentrer dans les cartes spéciales. Hein. Le but, c'est de ne pas vous expliquer la règle du jeu en entier. Voilà. 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 Donc, le but, c'est de faire des lignes de 1, 2, 3, 4, 5 petits pois. Et si on en a 2 pareils, vous voyez, là, c'est le cas. Hop, je les superpose comme ça. Quand j'ai terminé une ligne complète, à ce moment-là, je l'enlève et je gagne un petit poids. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, au fur et à mesure, chacun développe son jeu et à un moment, imaginons que j'ai un 3 2 fois et j'ai pas de 4. Il me manque juste le 4 pour terminer ma ligne. Eh bien, je vais pouvoir faire des échanges avec d'autres joueurs. Ils n'ont pas le choix. Je donne un 3 et un 1 à un autre joueur qui va me donner un 4, et ce qui va me permettre de terminer ma ligne. Je ne peux pas prendre une carte petit pois chez un autre joueur si ma colonne, je ne peux pas prendre tout ce qui est en dessous du rose. Voilà, les petits pois sur un fond rose protègent les petits pois sur un fond vert. Voilà. Et puis après, il y a des cartes spéciales, les cartes voleurs, etc.
Voilà, c'était à vos petits pois. Après les petits pois, on va passer à Bingolino. Avec plein de petites pièces carrées. Voilà, Laurence. Alors, Bingolino, c'est un jeu plus abstrait, plus difficile, certainement. Je ne sais pas, il est donné à partir de 8 ans. Voilà, là, on a monté un petit peu. Et je dois avouer que même pour nous, même si on n'a pas d'objectif mathématique, c'est très sympa à jouer. Voilà, donc chaque joueur a un carré devant lui de 4 par 4 avec des valeurs qui ont été tirées de manière tout à fait aléatoire. Voilà, donc chacun a un petit carré comme ça devant lui. Chaque joueur à son tour va jeter les 4 dés. Voilà. Et là, tous les joueurs en même temps vont essayer de trouver une composition utilisant n'importe quelle opération pour retomber sur une de leurs valeurs. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, si je fais… ah oui, parce qu'il faut utiliser tous les dés, c'est ça qui est compliqué. Donc on a 8, 9, 10, 13, je n'ai pas le 13. Voilà, donc tout le monde combine comme ça pour essayer de trouver une valeur. Et le joueur qui a jeté les dés, lui, il a un petit avantage, c'est qu'il va pouvoir supprimer un dé. Voilà. Mais il n'y a que lui qui a le droit de faire ça, que le joueur qui vient de… Voilà. Donc, j'ai fait un calcul, j'ai trouvé par exemple 9 et je retourne le 9. Voilà. Et l'objectif, c'est d'être le premier à avoir retourné toutes les valeurs de ces petits jetons en bois. Alors après Bingolino, on parle de Opération Amon-Rê de chez ABBA. Tout à fait. Un vrai compte est bon ludique, avec une piste et des dés. Voilà, sur la présentation du jeu de chez ABBA. À toi, Laurence. Alors là, on est sur un jeu de plateau, avec une vraie ambiance de jeu de société. Voilà. Donc, ce sont des voleurs qui rentrent dans un musée. Je vous passe le plateau comme ça. On mettra la caméra plus haut tout à l'heure pour le dernier jeu d'Olivier parce que le plateau est vraiment très grand. Voilà. Donc, les petits voleurs, vous voyez, les voici. Donc, chaque enfant a un pion. Et l'objectif des voleurs, c'est d'arriver au milieu du plateau parce que là, il y a un énorme diamant. Et évidemment, le but, c'est de voler le diamant. Et on va mettre des codes. Tout au long, vous voyez, ça, ce sont les alarmes. Et pour passer les alarmes, en fait, il y a des codes à craquer. On pose les cartes de manière aléatoire ou non, parce que les valeurs sont plus ou moins élevées. Donc, suivant l'âge des enfants, on peut faire exprès de mettre des grosses valeurs, des petites valeurs. Voilà. Donc, on va poser des codes partout sur le plateau. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Et si c'est mon tour de jouer, je vais jeter les 4 dés et je vais essayer de faire des compositions avec mes dés pour avancer. Alors là, voilà, j'ai le petit bonhomme bleu. Les dés sont là. Donc là, vous voyez, 3 plus 2, 5. Hop, je peux passer le 5. Il me reste le 6 et le 7. Ouh, 7 moins 6, 1. Hop, j'ai passé le 1, j'ai fini, c'est au tour du joueur suivant. Voilà, donc on a toujours 2 possibilités devant soi d'avancer. Voilà, et c'est un vrai jeu de société. Les enfants, là, ils n'ont même plus l'impression de faire des mathématiques. Alors après Opération Amon-Rê, on va parler de Calculo Dingo, donc un des petits jeux de la gamme des dingos, dans les petites boîtes métalliques. Donc là, sur celui-ci, addition, soustraction avec des classiques de jeux de cartes. Donc 15 règles de calcul mental. Là, on est de la grande section au CE1 pour celui-là. À toi, Laurence. Alors, Calculo Dingo, c'est un jeu avec des petites cartes. Vous avez des cartes vertes pour les cartes paires.
des cartes violettes pour les cartes impaires. Et il y a une représentation des nombres. Vous voyez des petits fruits qui représentent là, sur la carte 8, j'ai 8 fruits. Et dès lors où il y a une dizaine, j'ai un perroquet pour la dizaine et 4 fruits pour les unités. Voilà. Et après, vous avez un petit livret avec 13 jeux qui sont très faciles à s'approprier. Par exemple, on peut jouer au mistigris. Donc le mistigris, on distribue des cartes à chaque joueur. Et quand c'est mon tour de jeu, eh bien, j'essaye de faire 15 avec 2 de mes cartes. Voilà, tout simplement. Un autre jeu, c'est une bataille d'addition où chacun son tour, on va ajouter une carte sur la table. Et on a une carte de référence, par exemple, qui est 23. Et il va falloir trouver une manière, en additionnant 2 cartes, de faire 23, de faire la valeur indiquée plus 50. Ou ça peut être aussi de retrouver entre 2 cartes, une carte et son double. Enfin voilà, plein de petites règles du jeu comme ça pour compter dans tous les sens. Dans la même gamme de jeux, donc là, on était sur Calculodingo. Il existe Multiplodingo. Donc là, on est avec 7 jeux de multiplication et division. Voilà, pour les plus grands. Voilà, donc c'est toujours très bien pensé, ces jeux. Vous voyez, les résultats des multiplications sont des chiffres noirs. Les facteurs sont des chiffres rouges. Vous avez au dos des petites lettres pour repérer l'état, parce qu'en fonction des jeux et du niveau des enfants, on ne va pas jouer avec les mêmes tables. Et il y a un moyen autocorrectif pour vérifier que l'on a bien utilisé, avec le système de trèfle, que l'on a bien utilisé les bons chiffres. Vous voyez, le 6, le 3, bon, voilà, il y a bien un trèfle bleu qui intervient ici dans le résultat de la multiplication. Et sur le 2, il doit y avoir un petit trèfle rose. Voilà. Donc c'est pareil, plein de règles. Voilà, plein de petites règles comme ça. Par exemple, la bataille de multiplication, où on va chacun son tour mettre une carte au milieu de la table. Et dès que quelqu'un repère 3 cartes qui font une multiplication, il l'annonce et il gagne ces 3 cartes. Voilà. Des petits jeux pas très chers et qui ont beaucoup d'usage. Ensuite, on passe à Formula. Formula, on a le jeu de base, on a l'extension et on a fait une petite formule avec le jeu de base et l'extension. Voilà, le jeu. À toi, Laurence. Alors, Formula, c'est un jeu qu'on a, vous savez, on a des salons professionnels en Allemagne, enfin, nous avions, mais ça va revenir un jour, où on voit plein de choses très étonnantes et on a débusqué un éditeur voilà, qui a fait que Formula, un passionné. Et ma foi, c'est un jeu qui plaît beaucoup chez nous. Donc, on a au départ déposé au hasard 2 valeurs sur la table et le signe égal. Voilà. À mon tour de jeu, j'ai 3 cartes en main. Je vais voir si j'arrive avec ça à faire une opération. Donc là, j'ai le 3, le 4, le 5. Eh bien, je choisis un signe opératoire. Donc, je vais mettre le plus. Et puis, ma foi, je vais mettre le 4. Et ben voilà, j'ai rempli ma mission. Et ça va être au joueur suivant qui va pouvoir éventuellement changer toute la formule ou changer une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Et on peut aussi aller voilà, faire des résultats et mettre à la fin des nombres, hein, il n'y a pas de souci. Et donc ce jeu-là fonctionne tout seul. Il y a un complément qui, lui, ne fonctionne pas tout seul. Il ne faut pas acheter celui-là tout seul, vous n'en ferez rien. C'est un complément avec des chiffres de valeur négative, avec voilà, des racines carrées, des puissances, et puis également des fractions. Voilà, donc là, on complexifie petit à petit les opérations qu'il faut trouver. Voilà, Formula, et je crois que c'est Olivier qui reprend la main
Oui, tout à fait. Et il est 15h24, il lui reste 4 jeux à présenter. Vos questions, ben, je dirais qu'on est pas mal là. Voilà. Donc là, sur les jeux, je vous les présente sur l'écran ensemble. Les jeux, donc Shut the Box, fermer la boîte. Donc soit seul, soit en duo, soit par quatre, avec le principe de la décomposition du nombre que Olivier va vous présenter. Donc on a plusieurs versions, nous, sur le site. Voilà. Voilà, Olivier. Alors, on arrive sur des jeux. Je me permets juste de revenir une toute petite seconde sur Formula, que je trouve particulièrement intéressant, un petit peu pour les plus grands, à partir de cycle 3, pour le sens de l'égalité. Et on introduit aussi le calcul prioritaire. Voilà, déjà, qu'on peut déjà relever en CM1, CM2, et qu'on va pouvoir approfondir avec ce genre de choses. C'est-à-dire que 1 plus 2 fois 4, ça ne va pas être 4 fois 1 plus 2. Voilà, la manière dont c'est intéressant de poser cette question aussi aux élèves, et que l'égalité se lit dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement 3 plus 4 égale 7, mais 7 égale aussi à 4 plus 3. Hein. Le sens de l'égalité est un thème qui est très cher à nos collègues de collège. Et Formula là-dessus, sur la construction successive ou d'une manipulation un petit peu des égalités, tout à fait intéressant. Je recommande fortement. Alors ici, Shot the Box, il y a beaucoup de versions. On peut commencer déjà avec les plus jeunes, avec 2D par exemple. Alors voilà, il s'agit simplement de fermer la boîte au fur et à mesure. Vous avez les petits taquets qui sont ici relevés. Je lance mes 2D. Donc ici, soit j'abaisse les deux taquets ici, le 2 et le 5, ou alors je peux me lancer dans une addition ou une soustraction. 5 plus 2 égale 7. Dans ce cas-là, je baisse ce taquet. Et, ou alors 5 moins 2 est égal à 3. Et donc, je laisse ici le taquet 3 et ainsi de suite. En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de variantes. On peut aussi jouer l'un contre l'autre avec des modèles un petit peu comme celui-ci. Voilà, vous avez un duel. C'est le premier qui ferme sa boîte qui réussit à l'emporter. Très intéressant, à nouveau, pour systématiser un petit peu. Et puis quand on joue avec l'élève, bien sûr, les élèves peuvent jouer l'un contre l'autre, ça va tout, même par équipe. Et aussi, le professeur, éventuellement, en remédiation aux choses, poser des questions, mais dis donc, regarde, qu'est-ce que tu peux faire avec ce tirage? Quelles sont toutes les possibilités? Quelle est la meilleure pour toi? Peut-être pour fermer au plus vite un petit peu l'ensemble de tes petits taquets en bois, et ainsi de suite. J'aime beaucoup ce matériel. C'est très intéressant et puis qui a fait ses preuves aussi depuis bien longtemps. Formidable et décliné dans beaucoup de versions. La dernière, c'est voilà, avec vous avez 3D, vous pouvez utiliser aussi les multiplications, il s'agit de fermer jusqu'à 13 et ainsi de suite. Il y a beaucoup de modèles différents et les règles, bien sûr, les professeurs sont les premiers à changer, à adapter les règles pour les besoins matériels, très ouverts. J'aime beaucoup. Voilà, à vous, Céline. Oui, après Shut the Box, fermer la boîte, on va passer à Lobo 77. Je l'aime beaucoup ce jeu. Voilà, avec les cartes, on va devoir additionner avec quelques contraintes. Je vous finis de montrer sur le site. Voilà, Olivier. Oui, Lobo 77, que j'ai beaucoup utilisé avec les élèves. Et vraiment très. Alors, addition uniquement, mais ça marche très bien bon, à partir de cycle 2. Et bien sûr, le cycle 2 et le cycle 3, bien sûr, même pour les plus grands, même pour ceux qui sont plus à l'aise. Ça permet aussi, il y a une validation permanente entre élèves pour montrer que, bah oui, il ne suffit pas d'énoncer une opération, il faut être là aussi pour valider la chose. Donc, chaque joueur a 5 cartes. Vous allez voir, il y a des petites cartes un petit peu spéciales. Voilà, avec changement de sens. Je vais les retrouver. Voilà, on peut réaliser aussi des soustractions, changement de sens un petit peu. Donc, c'est-à-dire, quand c'est à moi de jouer, bon, ben, voilà, le premier joueur place un 8. Alors, comme son nom l'indique, Lobo 77, il ne faut pas arriver à un moment donné à 77 ou dépasser 77, sinon c'est perdu. Vous avez perdu un jeton. Chaque joueur a 3 jetons et à un moment donné, quand on n'a plus de jetons, bah, voilà,
la partie s'arrête, il y a un vainqueur qui se distingue. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, je réfléchis et je peux ajouter 9. Et donc, je vais annoncer la somme, 8 plus 9, 17. Très bien, si tout le monde est d'accord. S'il y a des accords, bien sûr, s'il y a une erreur, ce n'est pas très grave, on modifie, on repart sur le nombre. Et je repioche une carte pour recomposer ma main à 5. Jeu très sympa. Il ne faut pas non plus tomber sur ce qu'on appelle les doublets. Si on tombe sur, à un moment donné, 22 ou 33, on est toujours obligé de jouer. On recompose sa main. Et c'est un jeu très sympa, voilà, pour démarrer un petit peu avant une activité. Voilà, c'est toujours un petit peu dans la pratique du calcul mental de 15 minutes par jour. Vous êtes tout à fait là dans ce qui est demandé. Et c'est un jeu aussi qui est complètement élargi, qui dépasse complètement le cadre scolaire. J'aime beaucoup, pour y avoir beaucoup joué avec les élèves. Et pareil, en tant que professeur, vous êtes à même de questionner en permanence et de revoir les stratégies ou les difficultés éventuelles. Très bon outil d'observation aussi pour nous, professeurs. Voilà, le beau 77. Après, le beau 77, multiplie potions. Voilà, donc encore avec des cartes et du matériel pour faire des opérations. Voilà, Olivier. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est un duel, un jeu vraiment... il y a des finesses, j'aime beaucoup. Alors, le cadre, c'est un laboratoire. Voilà, on a... vous remarquerez, vous avez une partie des cartes de couleur verte. Je vais les mettre ici. Pour les tables de 2 à 5 et de 6 à 9 de couleur violette. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, on a chacun 4 cartes en main, alors on peut mélanger. Et donc, l'idée assez simple, c'est que je vais poser une carte. Donc, côté potion ici pour moi et virus de l'autre côté visible pour mon adversaire. Mon adversaire fait la même chose. Voilà. Alors je continue, vous allez voir, je vais faire quelques tours et vous allez rapidement comprendre de quoi il s'agit. Voilà, je joue à nouveau, je reconstitue ma main à 4, bien sûr, à chaque fois. Voilà, et là, je me dis, bon, parce que mon idée, c'est qu'en multipliant 2 de mes potions, arriver à trouver le résultat adverse et ainsi gagner la carte de mon adversaire. Donc là, je vois que j'ai 6 et que le résultat est 27. Donc, bon, 27 n'est pas dans la table de 6 à ma connaissance. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu difficile. Mais il faut aussi que je regarde mon adversaire qui a un 7 et moi j'ai un 42 et je suis potentiellement vulnérable parce qu'avec un 7 x 6, si mon adversaire pose une potion de 6, eh bien, il va gagner ma carte. Donc, c'est très intéressant de poser une carte en, bien sûr, essayer de gagner le virus adverse et de régler un petit peu, de gagner une carte, mais aussi de veiller à ce que j'ai posé pose éventuellement des problèmes à mon adversaire. Voilà, jeu vraiment qui fonctionne très bien. Un duel, pareil, facile à installer, à utiliser et qui fonctionne vraiment très bien. Formidable. Voilà, à vous, Sabine. Maintenant, on passe au jeu Le Cap est bon. Voilà, donc c'est aussi un jeu d'Olivier, Le Cap est bon. Je vous mets comme ça parce que ça va être un peu compliqué pour vous montrer le plateau. Donc là, ils vont installer un petit peu, mais sur le site, j'arrive mieux à vous montrer l'ensemble du plateau et de la boîte. Sur le site pour vous montrer un petit peu. Voilà. À vous, Olivier. Oui, éventuellement. Oui. Alors, le cadre du Cap est bon est une régate. Alors, je vous montre un petit peu le plateau. Je vais peut-être me mettre juste une petite seconde de face pour vous montrer le plateau. Voilà. Voilà, j'y suis. Hop. Donc, vous avez un plateau normé de 1 à 50 qui n'est pas pour un comptage de score, pas du tout.
mais qui va être pour des normes de direction, c'est-à-dire des cotes de direction. Enfin, voilà, alors je le remets ici. Oui, voilà, très bien. Ah, alors là, on a une image un petit peu fixe. Bon, je vais expliquer en vue de face. En fait, l'idée, c'est que vous installez des bateaux, c'est une petite régate, vous installez des bouées, et il va s'agir de faire donc, un petit parcours avec le bateau pour revenir au point de départ. Et l'idée très simple, c'est que donc le cap est bon, il y a un petit jeu de mots avec le compte est bon, hein, voilà. Et l'idée, c'est que mon résultat va être mon cap. Donc, j'ai intérêt par moment à vraiment trouver quelque chose de très très précis si je veux virer au plus près des bouées, quoi. Je vais tâcher de le remettre un petit peu du dessus. Non, bah, écoutez. Donc voilà. Alors, c'est un jeu qui a une variante coopérative. Alors voilà, vous trouverez moi j'ai fait des vidéos, vous pourrez voir un petit peu l'explication. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait un travail d'idée de décomposition à travailler avec les plus jeunes. Je sais que typiquement, ce sont des conseils pédagogiques qui l'ont utilisé de manière pour, avec les plus jeunes, effectivement redescendre un petit peu à l'étage inférieur, parce que les jeux là qu'on vient de présenter induisent que les enfants sont déjà au clair avec voilà, au niveau des calculs automatisés, connaissent leur table d'addition, etc. Excellent outil aussi d'observation pour voir où en sont les élèves. Voilà, parce qu'il s'agit aussi de justifier aux autres, j'ai trouvé 17 et j'envoie mon bateau dans la direction du 17. Ah oui, mais attention, tu as trouvé 17, mais c'est pas très clair au niveau du tirage, quoi. Voilà, c'est un jeu qui est assez complet, avec beaucoup de possibilités d'exploitation, de simplification. Il y a beaucoup de règles modératrices aussi, si on joue avec des élèves qui sont plus ou moins à l'aise en calcul mental. Pour ceux qui sont en tête, il y a des petites choses qui se surajoutent. Le jeu a été équilibré au fur et à mesure pour que la jouabilité soit possible avec des enfants de tout niveau, hein, l'idée inclusive un petit peu de la chose. Et il y a une variante coopérative très intéressante où on doit prendre beaucoup de temps avant le lancer de dés, à se mettre d'accord sur qui va faire quoi. Et on joue contre le bateau fantôme, qui est un bateau automatique qu'on va avancer. Celui qui répond, on essaie de lui faire trouver le meilleur cap possible. Mais nous, les autres joueurs peuvent là être à 4, 5, 8, 10, pour essayer de trouver la meilleure solution pour le bateau commun, pour essayer de battre ce fameux bateau fantôme. Et on n'y arrive pas à chaque fois. Il faut bien s'entendre, il faut bien se parler. Et voilà, quoi. Donc, très bon poste d'observation pour le professeur. Après, jeu en autonomie qui fonctionne aussi très très bien. Et puis surtout, beaucoup de discussions. Et l'entre-deux tours aussi est intéressant pour revenir et dire « Ah, mais dis donc, tu aurais peut-être pu faire ça. Mais dis donc, il y avait ça, il y avait tel tirage, etc. » C'est un très bon outil de discussion autour des procédures de calcul mental. Voilà, c'est comme ça qu'il a été pensé. Voilà, pour le café bon. Olivier, je vais remontrer sur le site, comme ça on a une bonne vision du plateau et des bateaux. Merci. Là, comme ça, des jolis bateaux en bois. Ah oui, le matériel est... Voilà. Donc comme ça, vous voyez Games, le plateau par rapport à ce que... Très, très bon matériel, très prise en main, l'immersion est faite. Vraiment, c'est très sympa, ça marche très très bien. Voilà. Donc, comme ça, là, vous voyez un peu plus ce qu'Olivier vient de présenter. Voilà. J'ai essayé d'agrandir pour mieux vous montrer sur l'écran. Je vais vous parler de... donc là, sur le site, je voulais vous montrer trois autres choses. On a créé aussi des kits de calcul mental. Là, si on reprend le kit de calcul mental CP, donc c'était pour nous regrouper plusieurs jeux sur une thématique. C'est le principe un petit peu de nos kits. Donc là, on a 6 jeux mathématiques différents pour le CP. Vous allez retrouver dans chacun des kits, en fait, les jeux qu'on a présentés. On a dû en sélectionner, on en a sélectionné 20. Là, c'est par exemple le kit du CP. Là, je vais y arriver. Le kit CE. Donc là, vous revoyez voilà, les tam-tam, Opération Amon-Ré, Lobo 77 qu'on a présenté, et le kit calcul mental CM, notamment le multiple potion, le formula, le cap est bon, voilà. Donc,
puisqu'on a aussi sélectionné par niveau les jeux. Je vais essayer de reprendre vos questions, voir si vous aviez des questions à poser. Il y en a quelques-unes qui ont été posées au cours du webinaire, mais que j'ai préféré garder pour la fin. Donc, on va reprendre ça. On me demandait, Olivier, si les Numicons pour les parents sont-ils faciles à appréhender ou faut-il mieux les réserver pour l'école? Alors, c'est une bonne question. Savoir effectivement le rapport parent avec élève. Pour moi, ce n'est pas une technique contradictoire. Il vaut mieux, c'est possible, si c'est adopté par le professeur, ça va de soi qu'il va être tout à fait intéressant d'adopter aussi ce mode de travail pour qu'on soit un petit peu sur le même langage. Mais ce ne sont pas des choses qui s'excluent les unes les autres, hein, loin de là. Hein, ça peut être tout à fait complémentaire du reste. Donc pour moi, ce n'est pas problématique en soi, ou pas du tout. Hein. Ça peut être un outil tout à fait… les trois outils sont vraiment très pertinents et ont fait leur preuve du reste. Hein, donc on peut tout à fait adopter ça sans trop de difficultés. Mais c'est vrai que si l'enseignant a décidé de travailler avec les Numicons, c'est vrai que c'est pas mal, effectivement, de poursuivre et de prolonger, de voir un petit peu le matériel et l'exploitation. Voilà, mais c'est tout à fait aussi à la portée de l'enseignement aussi extérieur à la maison, l'enseignement spécialisé, hein, bien sûr. Parce qu'au départ, ça a été aussi exploité aussi pour ça, le syndrome de Bru, par exemple. D'accord, merci. Une personne nous dit, je suis en SECPA, est-ce accessible aux élèves en difficulté parce que je crains de les perdre? Vous parlez Je pense que ça devait être au moment des Numicons, c'était en tout début de webinaire. Ils ont été très utilisés dans l'enseignement spécialisé, hein, cet outil aussi. Et donc, il y a une telle invitation à la manipulation et au niveau logico-mathématique, c'est vraiment très très fort et très important. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de tenter. Après, il y a des profils très divers. Hein, on ne sait pas, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que ça vaut le coup tout à fait d'essayer. Enfin, c'est vraiment une alternative très intéressante, quoi. S'approprier un petit peu déjà pour soi, bien sûr, le matériel. Mais oui, c'est très très utilisé aussi dans l'enseignement spécialisé. J'ai une remarque sur les wraps où on me dit, ah, c'est un peu compliqué, comment faire pour que les enfants les utilisent facilement? Oui. Il y a un petit travail de motricité aussi. Mais en fait, la prise en main se fait assez vite, très honnêtement. Voilà. Oui, honnêtement. Hein. Oui, il faut avoir un peu le matériel en main pour voir que au démarrage, mais c'est une bonne remarque aussi, les encoches sont bien faites. Le matériel a été très pensé, hein, on voit ça. Et ça permet de manipuler tranquillement. C'est un petit peu de prise en main, hein, c'est sûr, mais je le trouve intéressant. Et plus ça va, plus on développe. De plus, le fait que les nombres sont placés un petit peu de manière aléatoire, il n'y aura pas de travail de mémorisation là-dedans. Hein. C'est-à-dire que après avoir utilisé quelques tables, on va pouvoir les reprendre au bout d'un petit moment comme s'ils étaient nouvelles. Comme les tables à voix, du reste, cette disposition fait que justement, on n'est pas dans une mémorisation uniquement de position, quoi, et qui serait… on raterait un petit peu l'objectif là. Ok, bah merci beaucoup Olivier. Je pense que j'ai fait le tour un peu des questions, parce qu'il y en avait qui se rejoignaient, puis on va pas trop déborder de l'heure. On a un petit peu débordé de l'heure, mais on va essayer de respecter. Deux, trois petites choses à vous redire, parce que j'ai eu des questions plus techniques au niveau de Didacto. Oui, on accepte le paiement par virement administratif et on a l'habitude avec les administrations, donc prenez contact sur contact@didacto.com et on vous donnera tous les renseignements pour les commandes sans problème. J'avais encore à vous préciser, donc on va vous envoyer un petit mail avec le lien du replay de ce webinaire et le catalogue des 20 jeux qu'on avait sélectionnés, comme ça vous permettra de tous les revoir. Le prochain webinaire qu'on organise, on change de thématique et ça sera le 17 mars, et 20 jeux pour développer les prérequis à l'entrée dans l'écriture. Donc, on change complètement. N'hésitez pas à nous faire vos remarques sur ce qu'on a produit comme webinaire et quels sont les webinaires qu'on pourrait vous proposer pour la suite. Encore un grand merci Olivier pour la participation, la présentation des jeux. Tout était bien clair. Bah oui, on a même
des petits retours. Merci Olivier, merci à tout le monde. Donc voilà, bien agréable. N'hésitez pas, on est joignable sur contact@didacto.com par téléphone également. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Olivier, si vous voulez conclure. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup, formidable. On rappelle quand même que c'était évoqué dans l'intitulé, bien sûr, passer par le jeu règle des situations de blocage très souvent, et c'est un moyen d'inviter l'élève par la manipulation, peut-être parfois à défaut de verbaliser certaines choses, en manipulant, de voir, voilà, il va pouvoir s'exprimer et on va pouvoir détecter différentes choses. Donc ça, c'est toujours l'invitation, le jeu. Bon, ici, si on se retrouve ici, on est tous convaincus, bien sûr, de l'utilité du jeu qui est bénéfique pour énormément de choses, quoi. C'est formidable. Et vraiment, ça, c'est très important, c'est fondamental, quoi. Et puis, en famille, jouer le plus possible. Je pense toujours à Monsieur Roubira, vous savez, qui a créé le Dixit, qui est pédopsychiatre au démarrage, Jean-Louis Roubira, et qui n'a pas créé le Dixit au départ pour au démarrage dans un but professionnel, mais qui, à un moment donné, il travaillait avec des adolescents difficiles, et il racontait que, comme la direction de l'établissement savait qu'il fabriquait des jeux, il lui a demandé de venir peut-être présenter certains jeux. Et Jean-Louis Roubira se faisait la remarque très simple, c'est que, il disait, ces adolescents en difficulté avaient un point commun, c'est qu'ils n'avaient jamais joué. Jamais assis, à un moment donné, à jouer à leur tour, avec des règles. C'était des choses qui leur étaient vraiment étrangères. Et voilà, ça n'explique pas tout, hein, bien sûr. Mais j'ai trouvé cette remarque, oui, limpide. Bon, moi, je savais un peu ces choses-là, mais le fait de l'entendre, sorti de lui, qui est vraiment un spécialiste, et donc le matériel qu'il a créé s'adaptait parfaitement à ça, un matériel d'échange. Hein. Le jeu est un outil d'échange et de discussion en réalité, hein, entre plusieurs personnes au travers de, voilà, coopération. Vous avez travaillé aussi beaucoup là-dessus, un webinaire sur la coopération aussi que je recommande. Voilà, donc écoutez. Voilà, c'est ça. Les jeux, respect de l'autre, et c'est dans tout le jeu de société de façon générale. Très important, ouais. Voilà. Mais merci à tous pour votre participation et puis on vous dit à très bientôt sur d'autres webinaires et puis sur le site Didacto. Et à très bientôt. Au revoir.